On va se présenter peut-être. Je suis Flore Barcellini. Je suis professeure des universités en ergonomie au CNAM, dans un laboratoire qui s'appelle le Centre de recherche sur le travail et le développement. Et la présentation qu'on vous propose, en fait, elle a été construite avec Marianne Serre, qui est directrice de recherche à INRAE. Peut-être que tu veux dire plus que ça. Non, c'est juste INRAE, c'est Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Effectivement, je suis directrice de recherche dans cette institution et je m'occupe d'une initiative qui travaille sur la conception dans les systèmes agroalimentaires en transition vers la durabilité. Et donc, Marianne est ergonome et agronome. Oui, donc je suis... comment on m'avait appelé ergonome. Et alors, on a aussi fait cette présentation avec Marianne Lacomblé, qui est donc professeure émérite à l'Université de Porto. Et donc, on la remercie chaleureusement. Elle ne pouvait pas être là avec nous. Les discussions qu'on a eues avec elle étaient vraiment très enrichissantes. Et donc, on vous parlera aussi de certains points sur lesquels elle aurait aimé discuter avec vous. Et oui, peut-être j'en profite pour dire qu'on a été, en fait, dans notre intervention, on va parler un peu d'histoire et en fait d'une histoire qui n'est pas complète et ce n'est pas une approche historique, c'est juste une approche à travers aussi des personnes qu'on a fréquentées, connues pour une partie d'entre nous. Et donc, c'est aussi à travers ça et la connaissance, entre autres, de Marianne, de certains des auteurs qu'on va évoquer, qu'on peut tenir notre propos aujourd'hui. Je te laisse présenter le bouquin. Ouais. Et donc, comme a commencé à le teaser Christophe, la présentation qu'on vous propose aujourd'hui et puis un certain nombre des présentations qui vont avoir lieu dans ces 2 jours sont le fruit d'un ouvrage. Donc, on a coordonné avec Justine Arnoux, Maria Solper, Estoraya, Marianne et moi, qui s'appelle Dynamique développementale dans les interventions sur le travail entre héritage et perspective et qui devrait sortir à l'automne chez Octares. Voilà. On sera amené à en rediscuter. Donc, ce qu'on vous propose avec les 2 Marianne, en fait, c'est un retour, comme l'a dit Marianne Serre, sur la façon dont les chercheurs ou les enseignants-chercheurs en ergonomie ont appréhendé les questions du développement. On le verra à différentes échelles. Avec une perspective historique, comme l'a expliqué Marianne, qui est très tributrice aussi des rencontres qu'on a pu faire. Donc l'idée, je pense que maintenant vous êtes tous et toutes au fait que l'ergonomie de l'activité porte un projet lié à des approches développementales. Et en fait, ce qui nous a intéressé, c'est de revisiter dans des recherches historiques en ergonomie la façon dont certains des auteurs portaient une perspective critique sur le développement plutôt à une échelle macro, c'est-à-dire le développement socio-économique tel qu'il est pensé, tel qu'il peut être pensé ou porté dans la société en général. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que dans le projet de l'ergonomie, en fait, il y a une approche critique de ces modèles socio-économiques et des conséquences qu'ils vont avoir sur le travail et sur notamment l'organisation du travail, avec l'idée que le projet de l'ergonomie, c'est de révéler, de transformer évidemment des situations de travail, mais aussi des rapports sociaux et économiques, puisque le travail, les situations de travail sont traversées par des modèles dominants, par exemple le taylorisme et le fordisme, mais il y en a d'autres sur lesquels on reviendra. Et ce projet et cette approche critique, elle a donné lieu évidemment à un certain nombre de travaux et puis à l'émergence d'une théorie de l'action ergonomique pour pallier ces critiques. C'est les modèles d'intervention auxquels on a été formé et on vous forme, avec ceux qui ont été notamment construits au CNAM, avec les travaux de Danielou, de Guérin, du Rafour, Kerguelen, etc. Avec l'idée que cette théorie de l'action ergonomique, elle est là pour améliorer les conditions de travail et donc pour agir aussi sur ces rapports sociaux et économiques du travail. Et puis, on le verra, et Marianne y reviendra, ces travaux aussi et cette approche de l'action, cette théorie de l'action ergonomique, elle est marquée aussi par une certaine façon d'appréhender les travailleurs, les opérateurs, et notamment à la place qu'on va donner à leur savoir, à leur savoir-faire et à leur possibilité d'action dans les décisions stratégiques des entreprises. Et donc ça, on reverra que c'est quelque chose qui est déjà très présent dans les travaux fondateurs de la discipline.
Et puis tout ça, c'est vraiment au fondement donc, du caractère développemental de la discipline. Et évidemment, quand on s'intéresse à la notion de développement, au lien entre ergonomie et développement, une des premières questions qui se pose et qui nous anime, c'est qu'est-ce qu'on va appeler développement ? En fait, sur quel modèle du développement on peut s'appuyer ? Donc, avec Marianne Lacomblé et Marianne Serre, les deux Marianne, il se trouve que Marianne Lacomblé avait déjà travaillé cette question des modèles de développement et surtout des différentes échelles du développement, un développement macroéconomique, socio-économique ou un développement plus micro à une échelle individuelle et collective. Et comme je pense que vous en êtes tous conscients aujourd'hui, la notion de développement, c'est une notion qui est d'un usage complexe, qui est l'objet de controverses et de polémiques. Il n'y a pas de définition ou de modèle stabilisé. Elle dépend de ces définitions du niveau auquel on va se positionner. On parle, les théories du développement socio-économique ne sont pas les mêmes que les théories du développement à une échelle individuelle. Ça renvoie à la fois à des champs politiques, quand on est sur les questions du développement socio-économique, ou socio-économique. Donc ça renvoie à à des notions politiques. Ça renvoie aussi à l'organisation de la société, quand on est à ces échelles sociopolitiques, et puis à des modèles, à des doctrines sous-jacentes, des doctrines économiques, des doctrines politiques, et des façons de penser aussi l'humain et son rapport au monde. Donc ça, c'est un premier point qui rend cette notion complexe. C'est aussi une notion qui est transversale à plusieurs disciplines, donc avec des usages différents, encore une fois, en économie ou en psychologie. Et puis, c'est une notion qui, à la fois, peut être une notion épistémique, liée à la recherche, à la production de connaissances sur le rapport des humains au monde, mais c'est aussi une notion politique. La façon dont a été théorisé le développement à une échelle socio-économique, elle est politique. Donc ça rend la définition assez complexe et pas forcément stabilisée et pas forcément unique. Donc c'est pour ça que nous, on a insisté sur le S à développement dans l'ouvrage, parce qu'il y a plusieurs façons d'appréhender le développement. Et avec les deux Marianne, en fait, on a retenu une définition que Marianne Lacomblé avait déjà travaillée, qui est la définition d'Effros, de Dominique Effros, qui propose de voir le développement comme de façon très générale, comme un processus d'appropriation du milieu de vie qui transforme les capacités de maîtrise des situations de vie individuelle et collective, et comme un processus qui permet aux individus et aux collectifs de renforcer ou d'acquérir du pouvoir sur ce qui détermine leur situation de vie et leurs activités. Donc c'est une proposition, c'est pas comme il y a pas mal d'étudiants dans la salle, ça n'est pas la définition du développement unique sur laquelle tous les ergonomes du monde s'alignent. C'est une proposition qui nous semble intéressante à discuter, notamment parce que ça a des conséquences pour l'intervention et ce qu'on pourrait appeler l'intervention à visée développementale. Parce que du coup, quelle traduction cette proposition de définition peut avoir pour l'ergonomie ? D'une part, il y a un premier point qui est extrêmement important, c'est que de par notre ancrage sur l'activité, qu'est-ce qu'il y a ? De par notre ancrage et notre relation assez forte avec l'activité, la façon dont les ergonomes vont appréhender le développement, en tout cas ce que propose Marianne Lacomblé, c'est de le penser en lien, non pas en extériorité, par rapport au sujet ou au collectif, comme dans le développement socio-économique, qui est pensé comme ça, comme un concept extérieur et non relié à l'activité, mais vraiment de penser un développement qui soit lié au savoir, aux valeurs, qui sont investis dans les activités par ceux qui travaillent et qui cherchent aussi à être acteurs et bénéficiaires du développement. Donc, qui sont partie prenante dans le processus développemental. Et l'autre conséquence, et là on va rentrer dans les conséquences pour l'intervention ergonomique, c'est que du coup pour un ergonome, on pourrait dire que le corollaire de la définition d'Effros, c'est que c'est la nature du travail, son contenu, les conditions dans lesquelles le travail peut être exercé, les effets de ces conditions en termes de santé et de performance qui définit la qualité d'un développement potentiel. Et du coup, cette définition,
elle entraîne qu'un processus de développement, s'il ne peut y avoir de processus de développement, s'il ne correspond pas à l'activité et s'il ne procure pas appropriation du milieu, donc si les travailleurs ne sont pas en capacité de s'approprier leur milieu, ni maîtrise des situations individuelles et collectives. Donc et du coup, on essaiera de montrer avec Marianne en quoi les premiers travaux des ergonomes ou des psycho-ergos ou des psychologues du travail ont cherché à renforcer cette capacité des travailleurs à s'approprier leur milieu de travail. Et on verra quelles conséquences aussi ça peut avoir pour l'intervention. Donc du coup, fort de cette façon de voir le développement, ce qu'on a tenté de faire avec les deux Marianne, c'est d'essayer de comprendre comment des ergonomes, alors plutôt chercheurs, parce que comme l'a dit Marianne, c'est les personnes que notamment elles deux ont pu côtoyer, et moi en partie, c'est aussi les... Voilà. C'est aussi parce qu'on a les écrits, en fait, qui permettent d'essayer de retracer quels étaient les positionnements de ces ergonomes chercheurs. Et du coup, dans ces travaux, ce qu'on s'est proposé de faire, c'est d'essayer de faire ressortir la vision politique qui était portée par ces travaux de recherche et la posture critique par rapport à des modèles dominants. On y reviendra. Et aussi, on s'est intéressé à essayer de comprendre quel était le projet développemental, mais pour la société, donc à un niveau macro, qui était porté par ces travaux. Et enfin, on essaye, alors ce sera assez fort notamment dans un certain moment, d'articuler donc à la fois les critiques du macro-développement, donc développement socio-économique, et puis les perspectives qui sont portées à un niveau plus micro, donc un développement plutôt individuel ou collectif. Et puis on conclura sur ce qu'on appelait le niveau méso, qui est plutôt un développement au niveau organisationnel et ou territorial. Donc il y a un peu cette navigation dans ces trois échelles sur lesquelles on reviendra. Et du coup, je passe la main à Marianne qui va revenir justement sur les moments qu'on a travaillés. Oui, peut-être expliquer aussi pourquoi on a voulu faire ça. Parce qu'en fait, je crois qu'on ne vous l'a pas dit, on a voulu parce qu'il y a eu tout un débat ces derniers temps aussi autour de l'ergonomie constructive et du coup l'envie de dire attention, il y a plein de choses qui existaient déjà avant de mettre sur le devant de la scène cet enjeu développemental. Est-ce qu'il n'était pas déjà à l'origine, mais simplement on est en train de le revisiter et de le revisiter différemment, compte tenu de quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est dit, compte tenu de quoi, c'est aussi compte tenu d'un contexte socio-historique dans lequel, à un moment donné, l'ergonome est plongé et qui peut avoir des effets sur la façon de construire en fait, son intervention, d'aborder la question des situations de travail. Et donc voilà, c'est un peu aussi par rapport à cette dynamique-là qu'on s'est situé. D'où l'intérêt de dire, d'où pour nous en tout cas l'intérêt, après on ne sait pas si vous le partagez, mais de dire il y a un patrimoine, on peut le revisiter, s'interroger sur qu'est-ce qui bouge justement dans la diversité des façons d'aborder l'humain au travail et l'intervention. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore continuer à explorer, revisiter ce qui avait déjà été acquis, où sont les liens. Voilà, c'est ça qui nous a intéressés. On ne prétend pas avoir réussi, on prétend juste avoir fait une tentative d'exercice sur ça. Alors la notion de moment, pour nous, c'est plutôt une période où on se rend compte qu'il y a plusieurs approches qui n'étaient pas vraiment existantes jusque-là et qui convergent autour d'un certain nombre de problèmes et d'enjeux précis, en assumant donc une rupture face aux transitions intérieures. C'est la définition que donne Worms de cette idée de moment. Donc ce n'est pas un moment au sens un temps précis, c'est plutôt une période pendant laquelle on voit converger des façons d'appréhender un certain nombre de choses. Alors on a distingué, comme je ne sais plus si tu l'as dit, mais plusieurs moments. Le moment 1, pour nous, il se situe par rapport, on le verra, à des modèles finalement de management dans le champ du travail qui insistent sur l'organisation scientifique du travail. Donc c'est les années 50, 60, 70 un peu. Mais surtout donc 50-60. Et puis ensuite, on a distingué un petit moment intermédiaire qui prend un peu pied compte. Enfin, c'est l'après 68,
C'est le moment où il y a la volonté de renouer entre l'université et les industries. Et dans ce contexte-là, une vision assez l'homme est déterminé socialement. Et donc la volonté aussi de prendre distance par rapport à ce déterminisme social de l'humain et de pouvoir redonner la possibilité à l'humain d'avoir encore d'être autre chose qu'une position sociale dans un système socio-économique. Le moment 2 qu'on voit émerger dans les années 80 et qui se poursuit, hein, alors tous ces moments, enfin voilà, ces tendances, elles peuvent coexister, se poursuivre. C'est plutôt autour de tout ce qui s'est passé sur l'exclusion du monde du travail d'un certain nombre de personnes dont on ne reconnaissait pas les compétences et donc toute une gestion aussi par la notion de compétences, toute la notion aussi de l'artificialisation de l'intelligence artificielle qui fait arriver donc un certain nombre de préoccupations un peu nouvelles centrées sur un renouvellement du rapport de la place du sujet. On y reviendra dans les organisations. Et puis, pour le moment 3, on n'est pas forcément sûr de nous. Mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même apparaître une sorte de néolibéralisme où on vante l'intrapreneuriat. Et puis aussi qu'on retrouve dans les questions d'ubérisation où en fait on valorise l'individu indépendamment de rapports sociaux, on fait comme s'il n'y avait pas de rapports sociaux de travail et voilà. Donc ça a des conséquences aussi sur la façon d'aborder les choses. Alors comme l'a dit Flore, on va essayer de montrer sur chacun de ces moments différents auteurs et ces auteurs est courant, hein, c'est pas qu'un individu parce que souvent il y a plusieurs personnes qui ont contribué et aussi ont fait vivre cette approche. Et donc, on va l'aborder à travers la critique vis-à-vis des modèles dominants en matière pour organiser et penser les rapports de travail, les visions qu'on a de l'humain au travail et puis les visions de la transformation du travail. Juste pour compléter sur ça, sur les moments, là aussi, c'est pas exhaustif. On n'est pas historienne, on n'est pas historienne du travail. Il y a des choses qui manquent. On aurait pu mettre le lead, on en parlait hier avec Marianne. Là, c'est les choses qu'on a retenues et qu'on veut discuter avec vous. Donc, cette frise, elle ne se veut pas exhaustive sur l'ensemble des évolutions du travail et des modèles organisationnels du travail depuis les années 50. C'est ceux qu'on a retenus. Voilà. C'est ce qu'on a retenu aussi en lien avec les auteurs qu'on a regardés. Alors, ça se lit ou ça ne se lit pas en fait? Je ne me rends pas bien compte, ça va à peu près. Donc le moment 1, c'est le moment qui réfère aux travaux de plusieurs, entre guillemets, grands, comment on dit voilà, fondateur de l'ergonomie, donc autour de Faverges, Ombredan, et puis derrière Véronique de Keyser, autour d'Audonne et aujourd'hui Alexandre Haré, et puis donc de Wissner, Tégère, Laville, et puis j'ai nommé ici Philippe Gélin, qui est dans une certaine prolongation des travaux de Wissner sur l'anthropotechnologie, mais il y a d'autres héritiers, bien sûr, de ces travaux-là, nombreux parmi nous. Alors, le Faverges et Ombredan, au moment où ils commencent à réfléchir à ces questions-là, ils sont frappés par le fait qu'on parle beaucoup des individus à travers leurs aptitudes et on les considère comme passifs, en fait. On les considère comme n'ayant que la capacité à vraiment valoriser des choses qui sont là. Donc on est dans le monde de l'organisation scientifique du travail et c'est leur aptitude à vraiment réaliser des tâches qui sont prédéfinies par d'autres. Donc ils contestent cette vision-là et ils contestent aussi la vision des psychologues de l'époque, enfin, qui justement raisonnaient à travers ce cadre-là. Et ils disent le sujet est donc actif et il va construire lui-même des savoirs, s'adapter à ces situations dans lesquelles il est. Et du coup, ça l'amène aussi à reconnaître la notion de style opératoire, parce que justement, il s'agit de montrer qu'il n'y a pas une seule manière, puisque justement, ce n'est pas qu'une question d'aptitude et de réaliser une tâche telle qu'elle a été pré-construite. Il s'agit bien de voir comment des individus ou des collectifs s'y prennent pour réaliser des opérations de travail. Et de ce point de vue-là, alors Faverges était un mathématicien de formation. Et donc pour
identifier ces styles opératoires, il va utiliser les statistiques pour donc appréhender cette diversité. Et à partir du moment où on reconnaît la variabilité de ces styles, pour lui, il faut du coup trouver des espaces avec les acteurs. C'est évident qu'il faut travailler avec les opérateurs ou les travailleurs. Moi, je vais utiliser le mot travailleur plutôt qu'opérateur parce qu'on n'est pas toujours qu'avec des gens qui sont devant un poste de travail. Et donc, des travailleurs qui, donc avec des formations où on va discuter ensemble de cette diversité des styles opératoires. Alors, par rapport à des choses que vous connaissez peut-être aujourd'hui sur les espaces d'échange et de discussion sur le travail, pour lui, c'était très naturel, en fait. Il n'y avait pas besoin de l'organiser. Il n'y avait pas besoin d'avoir des objets nécessairement intermédiaires qui facilitent ces discussions. C'était un peu spontané. On pouvait discuter de la variabilité de ces styles. Et donc, c'était de favoriser la manière de transformer, c'était favoriser ces échanges entre les analystes et les opérateurs pour appréhender donc mieux les expériences et analyser l'activité de travail. En Italie, en parallèle, peut-être un peu plus tard, mais Audon, lui, s'est intéressé à la question de la nocivité du travail et finalement renoncer à une vision très individualiste de cette notion-là telle qu'elle était, elle était portée à l'époque dans son environnement à lui. Et donc il a voulu rendre compte du fait que les travailleurs ont une manière de gérer les choses qui peuvent avoir des effets aussi nocifs, mais aussi ils ont des savoirs pour essayer de faire face à cette question de santé. Et donc il a développé la notion de nocivité élargie en disant que de fait, il y a des effets multiplicateurs par les facteurs économiques et sociaux de l'exposition à certains risques. Et d'ailleurs même, il est allé jusqu'à s'intéresser à des aspects environnementaux au sein de territoires. Et donc, parce qu'il a aussi fait travailler en fait des personnes. Alors je ne suis pas une spécialiste, là je parle aussi de travaux que Marianne Lacomblé connaît beaucoup mieux que moi. Et donc, je vous prie d'indulgence, si jamais je dis des erreurs, corrigez-les. Et donc, voilà, son principe, c'était effectivement de faire dialoguer en fait des gens des travailleurs dans un territoire exposés à une similarité de risques. Alors, ce qui est intéressant chez Audon aussi, par rapport à peut-être à ce qui était énoncé auparavant à travers les travaux de Faverges, c'est que il dit en fait les travailleurs, quand ils s'expriment face à un scientifique, il va vouloir s'exprimer comme le scientifique. Donc, il faut que je trouve un moyen de ne pas l'obliger à croire qu'il doit s'exprimer avec mes propres mots. Et donc, l'instruction au sosie, je ne sais pas si vous connaissez tous cette modalité-là, mais en tout cas, c'est une manière de faire en sorte d'accéder à l'expérience et de faire expliciter cette expérience de manière à ce que ce soit naturel ou en tout cas pas mis dans le langage des chercheurs. Et alors, pour Audon, c'est aussi très important d'avoir accès à ça, parce que justement, c'est aussi se laisser surprendre. Se laisser surprendre en tant que chercheur et de ne pas considérer que finalement, je sais ce que c'est qu'analyser le travail. Je vais peut-être apprendre quelque chose des travailleurs dans cette analyse, et c'est pour ça qu'il parle aussi de communauté scientifique élargie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux remettre en cause mes propres cadres, ma propre épistémologie, si jamais je m'aperçois qu'en face, les travailleurs me disent des choses qui ont un sens et qui peuvent questionner. Mais si je suis trop longue, tu me dis. Voilà. Donc ensuite, dernier auteur de ce moment auquel on a voulu se référer sont donc les travaux d'Alain Wissner. Bon, je pense que tout le monde doit bien à peu près savoir de qui il s'agit dans cette maison qu'est le CNAM. Et donc, en fait, pour Wissner, c'est pas tout de suite en fait que l'activité réelle de travail est importante. Ça devient quelque chose d'évident à partir du moment où il travaille avec des syndicalistes et qu'il va avoir des femmes avec donc Catherine Tégère, avec
Antoine Laville, et qu'il se rend compte qu'il y a effectivement autre chose qui se joue dans ce travail de ces personnes qui, comme il le dit, elles ne savent pas forcément compter, mais elles savent très bien combien il faut avoir fait de pièces pour gagner temps à la fin de la journée. Hein, donc. Et elles savent énormément de choses et on apprend des choses au moment où on les observe. Donc il y a un focus qui bascule à ce moment-là sur le travail réel. Et donc c'est là que commence donc toute cette nécessité de comprendre le travail réel pour le transformer. Donc pour lui, il s'agissait bien de rendre visibles les liens entre travail, santé et en faire des problèmes communs sur lesquels agir. Et pareil, hein, ils ont, dans leur processus, considéré que toute analyse de l'activité est forcément formative pour les personnes qui sont en situation d'analyse avec eux, enfin les travailleurs, mais formative aussi pour soi en tant qu'intervenant et chercheur. Et j'ai cité ici aussi le fait que Wissner s'était intéressé au développement, justement, pas simplement dans les organisations, mais aussi les questions du transfert de technologies vers des pays du Sud, pays en voie de développement, selon... À l'époque, on parlait un peu comme ça. Maintenant, on dit pays du Sud. C'est ça le correct. Et donc l'anthropologie l'anthropotechnologie, avec cette idée qu'il faut respecter les cultures et qu'il y a aussi des savoirs qui se sont développés par ces acteurs sur le terrain et qu'il faut y être vigilant et que tous les projets de développement dont on a parlé, les grandes agences de développement, elles font complètement abstraction de ces éléments-là. Voilà, très rapidement brossé. Le moment 1. Alors le moment 1 bis, c'est celui qui est porté essentiellement par Yves Schwartz et puis donc un certain nombre d'auteurs qui en découlent, alors Yves Schwartz, il est justement très sensible à ce qui a été fait par Alain Wissner, mais il est aussi très sensible à ce qui a été fait par Audonne. Et il s'insurge un peu contre justement ce déterminisme social dont je parlais. Et il essaye de voir l'activité comme un effort de vivre, et c'est ce qu'il appelle donc le projet de l'ergologie. Et pour lui, le sujet est producteur de normes et de valeurs. Donc il va s'intéresser à l'activité comme quelque chose aussi qui est un processus de renormalisation, de débat de normes, et donc de normes antécédentes, de choses qui peuvent exister, qui nous ont aidés à comprendre les situations. Et c'est aussi quelque chose qu'il évoque, c'est que l'activité, c'est un processus de renormalisation en adhérence avec le réel, c'est-à-dire que les sujets, ils sont bien ancrés dans des situations dans lesquelles ils essayent de vivre, de trouver comment agir dans ces situations. Et s'il insiste là-dessus, c'est que lui, il essaye de réfléchir au dialogue entre des savoirs justement construits en adhérence et ce qu'il appelle des savoirs construits en désadhérence, donc les savoirs scientifiques ou épistémiques qui sont produits sur l'activité. Et il dit, nous, en tant que chercheurs, l'activité, elle reste toujours quelque chose qui est un inconfort pour nous, qu'il va falloir penser avec les acteurs qui, eux, travaillent dans des situations réelles en adhérence. Et donc, il va organiser des groupes de rencontres de travail entre les travailleurs et les chercheurs, et il va mettre en place alors des dispositifs à 3 pôles dans lesquels il va organiser ce qu'il appelle des dialogues socratiques à double sens, donc avec l'idée que justement il s'agit de toujours discuter de ces savoirs en adhérence, de ces savoirs en désadhérence, de les mettre en discussion pour produire des savoirs qui vont être utiles pour agir et refaire face autrement aux situations dans lesquelles on se sent pas forcément toujours en situation de bien vivre ou de vivre. Et je voulais insister aussi sur le fait que pour Yves Schwartz et avec d'autres collègues, en fait, il s'agit aussi de penser de façon critique et sur toute la planète
la façon de produire des savoirs pertinents, aptes à gérer et conduire des transformations et des projets de vie des groupements humains. Donc lui aussi s'est beaucoup intéressé à ce qui se passait dans les pays du Sud et il y a eu des travaux d'ergologie développés dans ces travaux. D'ailleurs, il y a aussi, je pense, dans les présentations qui seront faites, des retours sur ça. Alors le moment 2, là je pense que c'est plus proche de vous tous et vous les connaissez sans doute plus. C'est vraiment un certain nombre, je pense, d'auteurs qui tous partagent l'idée qu'on est face à un sujet capable. Retrouver du pouvoir d'agir, ça doit vous parler, même si tous n'y mettent pas tout à fait. Enfin voilà, après on peut chercher les nuances dans les notions qui sont, et ils ont fait l'objet de débats virulents entre eux. Mais ici, on les a quand même regroupés autour de cette idée qu'il s'agit d'un recentrage aussi sur l'intervention locale, vraiment autour du sujet ou des collectifs, et d'aider en fait la conceptualisation et le développement dans et par l'activité. Alors, pour Vergniaud, Pastré, Mayen, enfin donc un certain nombre d'auteurs qui sont plutôt aujourd'hui positionnés dans la didactique professionnelle, dont on aura... J'espère que Paul va arriver, parce que normalement, il doit intervenir avec moi tout à l'heure, mais il n'est pas là. Bon, enfin, peu importe, mais donc c'est un sujet capable et dont les compétences sont en acte. Donc c'était là encore une critique de cette logique des compétences, où les compétences, on les a acquises. D'ailleurs, on est encore là-dedans, hein, où on a notre formation, ça nous donne nos compétences, et puis c'est comme ça qu'on est un peu identifié. Alors là, c'est la revendication de la compétence en acte et du fait que du coup, la conceptualisation, donc la construction des savoirs, se fait dans l'action. Et donc, il faut arriver à comprendre comment se fait la construction des savoirs en acte. Donc, il y a un petit peu un décalage par rapport à l'ergonomie dans la didactique professionnelle. C'est que si l'analyse de l'activité est vraiment au cœur, donc c'est une revendication justement de la didacte pro d'aller vers l'analyse du travail en s'inspirant de l'ergonomie, mais c'est pour essayer derrière de dégager des situations formatives qui vont permettre de vraiment aller jusqu'au bout du développement, parce que même si on dit que les situations de travail peuvent être développementales, ne le sont pas toujours, mais peuvent l'être, l'acte formatif tel qu'il est pensé par la didactique pro essaye de prolonger en fait et de construire une sorte de réflexivité, de progressivité, on y reviendra tout à l'heure, qui du coup rend effectivement ce développement ancré dans les savoirs des personnes. Et donc, on cherche donc à avoir une didactisation potentielle des situations de travail. Et aujourd'hui, avec la FEST, il y a une certaine volonté de reconnaissance de ça. Alors, autre auteur qu'on a mis dans ce moment 2, c'est aussi donc tout ce qui s'est développé autour de Rabardel, avec le sujet capable dont l'activité est médiée par des instruments. Donc, c'est l'idée que à cette époque-là, on a la montée en puissance des technologies de l'intelligence artificielle, qu'on va pouvoir remplacer tout le monde par des robots, des automates et des machines. On y est encore, hein, d'ailleurs. Mais donc, cette idée... Alors, oui, je n'ai pas dit, mais peut-être que j'aurais dû le dire. Les premiers, là, dont j'ai parlé, première inspiration, Piaget. Mais donc, comme théorie du développement du sujet. Et micro, ouais, on est très micro. Piaget, et pour Mayen, Pastré, sans doute aussi, qui sont un peu en amont de Christine ou de Catherine ou de Vincent. En fait, Vygotsky est devenu important. Donc, sachant que, bon, je ne sais pas si ça vous parle, hein, parce que je ne connais pas comment vous avez vos cursus, mais il n'y a pas forcément une compatibilité épistémologique totale entre Vygotsky et Piaget. Il y a des débats de chapelle, mais c'est des auteurs qui ont essayé quand même de s'inspirer de ça. Et après, donc, Rabardel comme Yves Clos, ils sont vraiment inspirés par ces travaux de Vygotsky et plus largement des travaux sur la théorie de l'activité tels qu'ils ont été formalisés par la théorie russe de l'activité. Et donc, avec cette idée qu'effectivement, les rapports sociaux sont médiés par un certain nombre, soit de la division du travail, des formes de communauté, mais aussi par des instruments. Et donc Rabardel formule une théorie instrumentale de l'activité.
Et donc qu'il faut s'intéresser à la manière dont finalement des outils, des artefacts deviennent des instruments. Alors je parle sous couvert de Gaëtan, là je le regarde avec angoisse. Ils deviennent des instruments, sachant qu'on peut aussi considérer la dimension culturelle de l'artefact qui va s'inscrire potentiellement dans l'outil, mais qui ensuite va être retravaillé dans des genèses instrumentales par les sujets ou par les collectifs. Et donc, c'est la mise en évidence de ces genèses qui devient important et qui va montrer le caractère constructif de l'activité. Et donc dire, on n'est pas que des sujets qui produisons, on est aussi des sujets qui contribuons à construire nos propres ressources et à construire du coup notre développement. Et donc, la transformation est soutenue par la conception dans et pour l'usage avec des utilisateurs des technologies. Voilà. Bon, après, il y a eu aussi des développements sur la conduite de projet, mettant en avant justement cette dimension de la maîtrise d'usage par Viviane Folcher. Le dernier, je suis un peu longue, je crois. Bon, désolée. Le dernier, c'est donc la clinique de l'activité développée. Alors là aussi, je parle sous couvert de ceux qui connaissent mieux ça que moi, Antoine, et voilà. Et du coup, donc c'est les travaux d'Yves Clos. Et avec, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a d'autres citables. Donc, pareil, qui s'insurge un peu sur la manière dont on traite la question de la santé au travail et qui, du coup, va penser le sujet comme un sujet empêché dans son pouvoir d'agir et pris dans les contradictions entre différentes instances du métier, donc en reconnaissant donc, le fait que le métier il est à la fois développé historiquement, développé à l'intérieur d'une organisation à travers des prescriptions, développé dans le collectif et développé par l'individu. Donc c'est ces quatre instances qui peuvent connaître un certain nombre de contradictions et que le sujet qui aime bien le travail bien fait va se sentir empêché par rapport à ce qu'il a envie de faire, voudrait faire. Donc c'est aussi pour Yves Clos la notion de réel de l'activité et pas simplement d'activité réelle. Donc il y a cette petite nuance qui est apportée, qui est pas, enfin, petite, qui n'est pas si petite que ça. Et donc il s'intéresse aussi à la fonction psychologique du travail et du collectif dans cette dimension psychologique. Donc le travailleur est inscrit dans un collectif et acteur du développement d'un genre professionnel, ce genre étant justement la manière dont s'articulent ces différentes instances du métier dans un cadre particulier. Et puis, donc c'est ce qui est intéressant aussi dans son dispositif d'intervention sur le travail, c'est de dire c'est pas simplement l'observation de l'activité qui va nous renseigner sur les recommandations à faire pour permettre que les conditions de travail soient améliorées. Il faut faire parler l'activité au carré, donc on fait parler les travailleurs avec des dispositifs d'auto et d'allo-confrontation sur leur activité et on le fait collectivement. Enfin, j'espère que je ne dis pas voilà. Donc on voit à chaque fois. Donc là aussi, Yves Clos très inspiré par les travaux de Vygotsky. Tout comme l'avait été Rabardel aussi. Et donc voilà, je pense que ces trois courants, on va dire, pour les appeler comme ça, ils s'inspirent de théories psychologiques du développement. Ça, je pense que c'est micro, donc c'est important oui, quand c'est psycho, c'est a priori micro. Et en fait, ils développent des critiques par rapport à l'organisation du travail qui ne sont pas exactement situées au même niveau, enfin sur les mêmes axes, et en même temps, ils développent des formes d'intervention qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui restent sur cette dimension de vouloir justement faire une intervention locale qui doit pouvoir redonner aux travailleurs un peu la main sur un certain nombre de choses. Je repasse la main du coup à... Merci. Donc du coup, là, Marianne a bien expliqué les liens qu'on pouvait avoir entre à la fois une critique d'une perspective macro du développement, l'appropriation de modèles plutôt micro du développement psychologique. Et il nous semble qu'on est pris dans un moment 3 depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, en fait,
où l'idée, c'est aussi d'essayer d'adresser un mésodéveloppement. Alors, c'est-à-dire, on n'est pas au niveau individuel purement et on n'est pas au niveau macro-socio-économique. Donc, on est plutôt à un niveau organisationnel, voire à un niveau territorial. Et donc là, il y a beaucoup de propositions en ergonomie ou en dehors de l'ergonomie pour essayer d'attraper ce niveau un niveau méso du développement. Parmi ces propositions, il y a les travaux d'Engeström, dont vous entendrez aussi parler durant ces 2 jours, qui s'intéressent à ce qu'il appelle les systèmes d'activité. Donc Yannick Lemoni et Sylvie Barma, je pense, y reviendront. On ne va pas vous présenter tout Engeström là. Donc voilà, l'idée c'est de s'intéresser à une activité qui est prise dans un système, dans des communautés de travail, dans une division du travail, qui est construite. Il y a aussi des propositions sur l'agir organisationnel de Bruno Maggi. Et puis, évidemment, tous les travaux sur la conduite de projet au sein d'entreprises qui vont adresser ce niveau organisationnel, les propositions de l'ergonomie constructive autour du développement d'organisations capacitantes avec les travaux de Justine Arnoux, de Joanne Petit, qui s'intéressent à cette dimension organisationnelle, donc au développement à un niveau plutôt méso, intermédiaire. Des travaux qui émanent aussi de la théorie instrumentale de Rabardel, avec notamment les travaux de Folcher, Battionneau, qui s'intéressent aux genèses organisationnelles. Et puis, un certain nombre de mouvements qui va s'intéresser aux managers travailleurs, aux décideurs des entreprises, pour essayer de transformer les organisations à un niveau supérieur. On peut aussi voir ce niveau méso dans les travaux du CREAPT au CNAM sur les parcours professionnels sur des temps longs. Donc là aussi, on n'est pas à un niveau micro-local, mais on est vraiment sur des temps longs, ou les travaux aussi du CREAPT qui cherchent à agir sur le champ politique et à influer la façon de penser le vieillissement au travail, la santé au travail. Donc, vous voyez que ce niveau méso, il se joue là aussi à différents niveaux, à la fois à un niveau organisationnel au sein des entreprises, au niveau politique. On essaye de passer à une échelle politique en agissant sur la façon de penser des politiques. Donc là, on commence à faire un mouvement vers un niveau macro, politique de santé au travail, politique de vieillissement au travail. Il y a un certain nombre de collègues qui sont impliqués dans ces travaux. Et on le verra aussi, il y a un certain nombre de collègues à la fois praticiens consultants ou praticiens chercheurs qui développent de plus en plus des interventions à une échelle territoriale. Donc en dehors d'une entreprise locale, à une échelle territoriale, où là évidemment on adresse tout de suite des niveaux du développement macro-méso, c'est-à-dire que si vous êtes un peu familier des politiques publiques, vous avez peut-être perçu qu'il y avait souvent une déclinaison de ces politiques publiques à une échelle territoriale. C'est le cas de l'agriculture, Marianne connaît bien, c'est le cas de l'industrie, c'est le cas de la formation, où en fait les politiques publiques vont se décliner à cette échelle territoriale, et du coup il y a un certain nombre de chercheurs et de consultants qui vont investir cette échelle. Et évidemment, ça pose des questions de méthode d'action, d'organisation des espaces de coopération entre les acteurs. Donc, on est vraiment dans le champ de l'action publique territorialisée. Et du coup, ça donne aussi une place à d'autres acteurs dans ces interventions, qui est plus le travailleur, mais qui peut être aussi le citoyen, ou le citoyen travailleur, ou le citoyen travailleur usager. Donc ça fait partie des choses qui nous restent à penser. Vous aurez des exemples aussi, je pense, avec Liliana Acuna aujourd'hui de ce type d'intervention. Et c'est un mouvement qui nous semble assez important dans la discipline. Et puis, il y a un certain nombre, du coup, dans cette façon d'intervenir, on est vraiment là aussi sur une nouvelle façon de penser les rapports sociaux dans une économie territorialisée, basée potentiellement sur des coopérations, sur des modes de fonctionnement solidaires. Donc ça, et là, on voit bien que si on dit des choses comme ça, derrière, il y a un projet politique aussi. Cette façon de se positionner au niveau territorial et pas neutre porte aussi une critique, comme l'a dit Marianne, d'une vision économique plus individuelle, en réseau, etc.
Alors, il faut qu'on finisse. Donc, on va finir. Du coup, nous, ce qu'on vous a proposé, c'est une relecture du patrimoine à l'aune des critiques du macro-développement et puis de comment on pouvait penser le développement à un niveau individuel, collectif et puis organisationnel. Donc, qui vraiment assume le projet. C'est aussi une façon d'assumer de manière renouvelée le projet politique de l'ergonomie, qui est porteur d'une critique des rapports sociaux sur le travail, comme on le disait, qui est riche aussi d'une diversité de cadres d'analyse, qui quand même partagent l'idée que l'humain, voilà, qui partage un modèle de l'humain, qui aspire au travail bien fait, qui reconnaît son expérience pour agir dans des situations de travail, éventuellement au détriment de sa santé, et qui assume aussi le fait qu'on cherche à intervenir à un niveau un niveau micro en situation réelle de travail, mais aussi à des niveaux supérieurs, à un niveau organisationnel, territorial, voire politique, plus national. Et l'idée, c'est l'idée, c'est d'intégrer les transformations aussi des rapports sociaux du travail dans ces interventions. Voilà. Alors, pour finir, on avait quelques questions en suspens, notamment une que Marianne Lacomblé nous a adressée et qui nous a pas mal questionné. Alors, il y a 2 questions, je pense, sur la première, vous y reviendrez peut-être avec Paul tout à l'heure, ou pas. C'est que... Voilà. En fait, on vous a proposé une définition du développement qui portait sur... Qui en fait embarque plutôt un objectif qui est faire que les humains soient pour quelque chose, puissent s'approprier leur milieu de vie et de travail. Par contre, il reste une question qu'on traîne depuis longtemps et qu'on continue à traîner, c'est comment on se dote en fait d'une capacité à analyser les effets développementaux qu'on provoque, à un niveau micro, méso ou macro. Donc ça, c'est toujours une question. En quoi les interventions, les actions qu'on met en œuvre contribuent à des processus développementaux et quelle est leur nature. Et puis l'autre question, donc là, qui est plutôt portée par Marianne Lacomblé, c'est si on reconnaît l'importance des savoirs des travailleurs, et ça, j'espère que vous l'avez compris, c'est présent dans toutes les approches qu'on vous a proposées, de quel savoir parle-t-on exactement ? De ceux qui leur permettent d'agir en situation, de préserver leur santé, d'être performants, de ceux qui leur permettent de tenir au travail, d'autres, et surtout, comment l'ergonome, il se laisse vraiment interroger par ses savoirs et il remet en question sa propre épistémologie, parce que nous aussi, on est porteurs d'une norme, en fait, d'une façon de voir l'humain, d'une façon de penser les rapports de travail, d'une critique, d'un projet politique, mais comment on se laisse interroger aussi par les autres. Donc, on vous renvoie cette question. Nous n'avons pas la réponse.